Soit les dividendes sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont réinvestis automatiquement Ok. dans l'ETF, ou alors l'investisseur sur certains ETF peut faire le choix de choisir un ETF distribuant. L'enjeu majeur pour le conseiller en général, c'est effectivement la baisse du fonds euro, c'est la transparence des frais, c'est la sous-performance potentielle des gérants actifs. Et donc, le conseiller doit trouver des solutions à apporter aux clients. Et l'ETF, c'est une bonne solution. C'est une solution qui répond à ces trois problématiques-là. On a également développé des ETF sur l'investissement climatique. Donc, des ETF complètement alignés aux accords de Paris. Okay. Donc ça, c'est un point de plus en Donc plus ça, important. On a créé le premier moteur de recherche ETF par contrat d'assurance vie. Il vous suffit de, par exemple, taper un ETF CAC 40 pour savoir dans quel contrat il est référencé, ou alors de dire, bah, tiens, je travaille avec telle compagnie d'assurance vie ou tel distributeur, et quels sont les contrats qui référencent les ETF Lyxor. Salut à tous, je suis Yoann Torti, cofondateur d'MP Gestion Privée et j'ai l'immense plaisir de vous présenter Ma Question Préférée, le podcast qui vous aide à vous faire votre propre avis sur le monde de l'investissement. Je suis moi-même gestionnaire de patrimoine et dans ce cadre-là, je suis régulièrement démarché par des sociétés d'investissement qui souhaitent que je commercialise leurs produits. Je vous propose donc de participer à une conversation chaque mercredi entre une société d'investissement et moi-même, lors de laquelle nous allons faire la due diligence. Qu'est-ce que c'est la due diligence ? C'est simplement l'ensemble des vérifications que doit opérer un investisseur avant de conclure un deal. Concrètement, on va poncer le marketing et les éléments de langage de nos invités dans une conversation à un échange sans bullshit et si possible en s'amusant. Je préfère être franc, ce podcast n'a pas pour but de donner du conseil financier personnalisé. En effet, pour donner le meilleur diagnostic patrimonial, je dois connaître l'ensemble de vos symptômes patrimoniaux. Pour ça, vous pouvez me contacter directement sur LinkedIn. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute ou un bon visionnage, selon vos plateformes. Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Ma Question Préférée. Pour une fois, on ne va pas parler immobilier, on a beaucoup parlé immobilier, mais on va retourner sur des sujets financiers et notamment parler d'ETF et de est-ce que la gestion avec des ETF est une gestion réellement passive. Et pour nous parler de tout ça, j'ai le grand plaisir de recevoir Jérémy Toubiana de chez Lyxor. Salut Jérémy. Bonjour Yoann. Premièrement, on va faire un petit point réglementaire puisqu'on est sur des produits CIF, des produits financiers, pour rassurer nos amis de l'autorité des marchés financiers. Donc, premier point important, on ne fait pas d'appel public à l'épargne. On va parler de sujets et discuter entre nous de l'utilité d'utiliser la gestion passive dans sa création patrimoniale. Mais en aucun cas, on donne du conseil. On pourra peut-être parler des performances des ETF de chez Lyxor, mais on parlera toujours des performances passées, puisqu'on ne peut pas prédire l'avenir. Et également, il faut toujours avoir en tête qu'il n'y a pas de performance élevée sans risque élevé. Donc voilà, ceci étant dit, on peut commencer par te présenter et nous présenter un petit peu Lyxor. Alors moi, je suis donc responsable de la vente des ETF auprès des distributeurs français, chez Lyxor. Notamment les CGP. Notamment les CGP. Donc voilà, moi. les distributeurs, c'est qui ? Ce sont les CGP, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants, les banques en ligne, les courtiers en ligne, les robo-advisors qu'on voit de plus en plus se développer. On discutait en off. Exactement. On gère aussi les appels entrants de clients particuliers qui vont venir nous poser des questions autour des ETF, comprendre leur fonctionnement. Et donc voilà, donc c'est un spectre de clients très large qui finalement distribue des produits d'épargne aux clients particuliers. D'accord. Et dans ce panorama, moi je m'occupe de la distribution des ETF. Donc aujourd'hui tu es chez Lyxor. J'ai cru comprendre que voilà, tu ne pouvais pas forcément en parler, mais aujourd'hui, c'est une société qui est détenue par Société Générale. Exactement. Et on a pu lire dans la presse que peut-être qu'Amundi serait en cours de rachat.
Voilà, Amundi qui est, elle, détenue par le groupe Crédit Agricole. Donc, on vient de parler d'ETF, mais peux-tu déjà préciser ce sigle et nous expliquer qu'est-ce que c'est un ETF? Alors, ETF, ça veut dire Exchange Traded Fund. C'est un fonds coté en bourse. Donc, ça veut dire que c'est un fonds. Donc, c'est bien une enveloppe juridique de fonds qui peut prendre la forme d'un FCP, fonds commun de placement, ou SICAV, et qui va avoir la particularité de s'échanger en bourse comme une action. Donc, en fait, je peux acheter un ETF sur un indice à 10 heures et le revendre à 10h03. D'accord. Pourquoi je précise sur un indice? Parce que la particularité d'un ETF, c'est de répliquer un indice de référence. Donc, prenons le CAC 40, d'accord? Si je veux acheter les actions du CAC 40, je peux très bien le faire tout seul, acheter les 40 valeurs du CAC 40, ça va me prendre du temps, de l'argent, etc. Ou alors, je peux le faire via un ETF sur le CAC 40. D'accord. L'ETF, je te coupe du coup sur, quand tu dis acheter le CAC 40, le vrai sujet, c'est que j'ai peut-être pas les fonds pour acheter les 40. Exactement. Donc là, je peux avoir la totalité du panier. Et là, grâce aux ETF, effectivement, tu vas pouvoir acheter en une transaction les 40 valeurs de l'indice CAC 40 avec des montants effectivement plus accessibles. Et du coup, l'ETF va répliquer à la hausse comme à la baisse la performance de l'indice CAC 40 dividendes réinvestis. C'est un point important quand on regarde les ETF et leur performance, on regarde toujours les dividendes. D'accord ? Donc concrètement, si le CAC 40 va augmenter de 2% sur une journée, l'ETF dividendes réinvestis fera plus 2%. Et à l'inverse, si le CAC 40 baisse de 2%, ça passera de 2%. Pour expliquer un petit peu sur les indices, notamment le CAC 40, ce que vous allez trouver comme information souvent sur Internet, c'est le CAC 40 avec dividendes non réinvestis. Exactement. C'est-à-dire que vous avez l'augmentation de l'action, du cours ou la baisse, et chaque année, vous pouvez avoir ou pas des dividendes. En général, vous le percevez, mais là, l'idée, c'est de le réinvestir pour augmenter le capital au fur et à mesure et utiliser les fameux intérêts composés pour faire boule de neige. Alors là, sur un ETF, on a en plus deux particularités. C'est soit les dividendes sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils sont réinvestis automatiquement dans l'ETF, ou alors l'investisseur sur certains ETF peut faire le choix de choisir un ETF distribuant, c'est-à-dire que, au même titre qu'une action distribue des dividendes, l'ETF va distribuer les dividendes. D'accord. OK. On a vu avec Stéphane Toulieu de chez Atimis Gestion, que je salue, son métier de gérant, on va dire qu'il est dans la gestion active. Voilà. Là, les ETF, on parle de gestion passive. Peux-tu nous expliquer un petit peu les deux et les différences entre les deux types de gestion? Alors, c'est vrai qu'on parle de gestion active ou gestion passive, mais il est important de ne pas du tout opposer les deux. On va essayer de comprendre ce que font les uns et ce que font les autres. Alors, les gérants actifs, eux, leur objectif de gestion, c'est de faire mieux qu'un indice. Donc, par exemple, un gérant Action France, son objectif, c'est de faire mieux que l'indice CAC 40, dividendes réinvestis. Sauf que, évidemment, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas s'il va le faire tout le temps mieux. Il peut faire mieux, mais il peut aussi faire moins bien. Pour faire cet objectif de gestion, en général, les frais de gestion d'un fonds de gestion active que va pouvoir acheter un investisseur particulier sont de l'ordre de 2% par an. Ça, c'est la gestion active. Objectif, surperformer un indice de référence avec le risque également de le sous-performer. La gestion passive, ce sont les ETF ou les fonds indiciels. Là, l'objectif de gestion du gérant, c'est de répliquer à la hausse comme à la baisse l'indice de référence. Donc, on ne fera jamais mieux, très légèrement pour des sujets d'optimisation de gestion, et on ne fera, à l'inverse, jamais moins, ou très légèrement moins. D'accord ? Donc, concrètement, un ETF va me permettre de faire exactement l'indice. Je ne ferai pas mieux, mais je ne ferai jamais moins bien. D'accord ? Pour ça, un ETF a des frais de gestion de l'ordre de 0,3% par an. D'accord ? Donc, un ETF... On va bien... Dans la deuxième partie, on va bien parler, puisque c'est un sujet qui me tient à cœur. Comme tu sais, on est souvent attaqué, nous, CGP, sur les rétros, qu'on se goinfre, et ainsi de suite. On fera un point. Donc là, tu disais, justement, les ETF, tu as beaucoup moins de frais. J'ai beaucoup moins de frais. Ils sont de l'ordre de 0,3. Donc concrètement, sur une exposition Action France, le gérant Action France prendra 2% de frais, un ETF CAC 40 prendra 0,3% de frais. Ça veut dire qu'il y a 1,70 de frais d'écart par an. Donc à performance égale, tu es 1,70 au-dessus. Exactement. Mais ça ne veut pas dire que l'ETF
fera forcément mieux que le gérant actif. Si le gérant actif arrive à faire mieux que l'indice, il sera peut-être plus pertinent de choisir un gérant actif. C'est pour ça qu'il est important de bien comprendre les performances, bien analyser les que toi, tu n'es pas dans l'idée de dualité, de confronter les deux, quoi. Pas du tout. OK. Sur les ETF, aujourd'hui, sur quel support on peut mettre ces ETF? Alors, comme un ETF est un fonds, en fait, ils sont agréés par l'AMF, d'accord, donc l'autorité des marchés financiers. Ils sont également UCITS, nos ETF, chez Lyxor, donc qui répondent à la réglementation européenne. Et donc, par conséquent, on va les retrouver dans tous les produits d'épargne. Assurance vie, PER, PEA, compte titre. On a développé des solutions également pour l'épargne salariale. Donc, au même titre qu'un fonds de gestion active va se retrouver dans des différentes enveloppes d'épargne, l'ETF, ça sera la même chose. Il faut bien avoir en tête qu'encore une fois, l'ETF, ce n'est pas un produit dérivé, ce n'est pas un produit structuré, c'est un fonds, un FCP. Tu parlais de la possibilité de le mettre dans un PEA. Donc forcément, c'est des ETF qui vont être sur des indices français ou européens. Ou de la zone euro. Alors, c'est là où on a une vraie valeur ajoutée dans la gestion des ETF. Effectivement, on va avoir des ETF qui vont nous permettre d'investir sur la France ou la zone euro. Mais on a aussi des ETF qui vont nous permettre d'investir, de nous exposer au marché américain, au marché mondial, au marché de l'immobilier coté, au marché de l'eau, dans son PEA. Et ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Tu peux faire de l'US dans un PEA. Je peux avoir, si je le souhaite, 100% de mon PEA exposé aux actions américaines grâce à un ETF. Et ça, effectivement, c'est la particularité. C'était le vrai reproche que moi, je pouvais faire du PEA. C'était le champ des possibles qui était limité en termes géographiques. Donc là, en fait, l'ETF va répondre à ce souci qui est une contrainte classique qu'on connaît dans le PEA. Et toi, en tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu peux finalement avoir la même exposition pour ton client sur une assurance vie que sur un PEA. Donc, si tu veux avoir 50% d'US, 50% d'Europe dans ton assurance vie, tu peux avoir exactement la même exposition dans ton PEA. Et on a même été plus loin puisqu'on a lancé un ETF sur les obligations d'État éligibles au PEA. Donc, on peut même réfléchir à gérer un portefeuille plus prudent, plus équilibré, on va dire, dans son PEA. D'accord. Ça, c'est une vraie valeur ajoutée. Ce type de produit, tu as une espérance de performance à peu près de... Alors, bien évidemment, rien n'est... En fait, on va faire l'indice. Il y a pas... Alors, on sait que historiquement, les marchés américains ont surperformé le marché Europe, mais comme tu le disais en amont, performances passées ne préjugent pas des performances futures. Donc, c'est intéressant de pouvoir d'avoir accès, la possibilité d'avoir accès à ces expositions dans un PEA. Après, les espérances de rendement, c'est la performance des indices boursiers. Donc, sur ce sujet-là, on ne va pas pouvoir se prononcer. D'accord. OK. Donc, l'ETF, aujourd'hui, c'était vu effectivement comme, j'ai parlé un peu des confrères et des consoeurs, quelque chose qui est compliqué pour un CGP dans le sens où on ne va pas avoir de valeur ajoutée. Parce que ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que le métier d'un CGP qui va être CIF, conseiller en investissement financier, voilà, ce n'est pas parce que je suis CGP que je peux faire du conseil financier, mais qu'en plus on est CIF, ce qui est mon cas, on fait des allocations sur mesure pour des clients, c'est-à-dire que concrètement, dans un PEA ou dans un contrat d'assurance vie, dans un contrat de capitalisation, avec le client, on va élaborer une stratégie financière et on va mettre certains fonds en prenant en compte le secteur, la géographie, le secteur professionnel des différentes sociétés, voilà, et tout ce qui est macroéconomie, politique monétaire, ainsi de suite, sur les différentes zones. Donc l'ETF, c'était grosso modo dire les CGP n'ont plus aucune valeur ajoutée puisque vous prenez lundi, vous pouvez le faire de votre canapé en prenant un ETF vous-même, sauf que toi, ce que tu m'as dit en amont, en off, c'est que vu qu'il y a ça c'était vrai il y a peut-être 10 ans où il y avait très peu d'ETF, ou d'ailleurs les ETF ça existe depuis combien de temps? Depuis les années 90 et c'est développé en Europe. Première apparition en 2000 avec Lyxor qui a été le premier fournisseur européen à avoir lancé un ETF CAC 40. Ouais, donc voilà, sur une vingtaine d'années, maintenant il y a tellement d'ETF qu'un particulier ne sait même plus
qui n'est pas expert, bien évidemment, ne sait même plus comment choisir. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un point, moi qui développe le marché qui va à la rencontre des conseillers financiers depuis un peu plus de 5 ans maintenant, c'est vrai qu'au départ, il y avait ce côté, un ETF, ça réplique un indice, quelle est ma valeur ajoutée? Sauf qu'on l'a vu, on l'a expliqué, il ne faut pas opposer gestion active, gestion passive. Quand je fais mon allocation d'actifs, d'accord, tu vas dire à ton client, je veux m'exposer, on va s'exposer à 30% sur les US, 20% sur l'Europe, etc., etc. Donc là, va venir le choix du support. Tu vas a priori essayer de trouver un support qui va être le plus performant, en tout cas qui a affiché des bonnes performances, des performances résilientes dans le passé, pour choisir ton exposition. Et bien là, si tu trouves des bons gérants qui ont affiché des performances stables, linéaires et performantes dans le temps, tu vas privilégier un gérant actif. Mais si, à l'inverse, tu as peu de gérants qui arrivent à faire mieux que leur indice régulièrement, etc., tu vas privilégier un ETF. Donc déjà, ce choix d'allocation, c'est un choix en amont que va faire le conseiller financier. Et par exemple, on fait une étude chez Lyxor, l'étude actif-passif, où on essaye d'accompagner l'investisseur, quel qu'il soit d'ailleurs, dans son choix de support entre fonds actifs et fonds passifs. Et pour résumer très simplement, on s'aperçoit que sur les marchés efficients type États-Unis, c'est très compliqué de trouver un gérant qui va être performant dans le temps et régulièrement, donc qui va faire mieux que l'indice de référence. Pour te donner un chiffre, sur 10 ans, il y a à peine 2% des gérants US, qui sont basés en Europe, qui vont réussir à faire mieux que l'indice MSCI USA. Et à l'inverse... Est-ce que tu as la stat sur les gérants qui sont aux US ou pas du tout? C'est à peu près la même chose. Le chiffre sur les US est vraiment très faible. Et à l'inverse, sur des marchés plus inefficients, type la value, les small caps, c'est plus pertinent globalement de faire de la gestion active. Donc ça, c'est le premier point. Donc déjà, un conseiller, il a un travail de sélection du meilleur support ou de gestion active ou de gestion passive. Tu viens de parler de value pour un petit peu les gens qui... je vous conseille justement d'aller voir l'épisode avec Stéphane Toulieu de chez Atimis Gestion. On a parlé un petit peu. Donc, pour reprendre, la value, c'est l'idée, avec de l'analyse purement financière et comptable, d'aller voir des sociétés qui sont jugées comme étant sous-cotées par le marché à l'instant T et qu'il y a des anomalies de marché, on va appeler ça comme ça, et d'aller faire une perf. Contrairement à la gestion croissance, où là, on va plus être sur le momentum, donc une idée, une évolution de la société qui va faire que une industrie, un secteur en particulier va peut-être flamber. Exactement. Voilà. Alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, finalement, quand je construis une allocation d'actifs, d'accord, je vais choisir plusieurs supports encore une fois. Et je peux faire de la gestion active avec des instruments passifs que sont les ETF. Donc si en amont, tu construis ton allocation, 20% US, 30% Europe, 10% Japon, 15% obligations, 20% matières premières, etc., 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 en fait, tu vas devoir choisir des ETF. Tu vas faire de l'allocation d'actifs en amont pour ton client. Et ce travail d'allocation d'actifs, en fait, c'est de la gestion active. Et en plus, quand on regarde un peu les études, on dit que les études démontrent plutôt que 90% de la performance d'un portefeuille provient de l'allocation d'actifs. Donc, si tu fais la bonne allocation d'actifs, tu vas pouvoir choisir des ETF, ETF US, ETF Europe, ETF France, ETF sectoriel, pour construire ton allocation d'actifs. Et ça, effectivement, et nous, on le voit beaucoup chez Lyxor, comme je te le disais, on a beaucoup d'appels entrants de clients particuliers. Alors, on a vraiment ceux qui ne veulent pas s'embêter, qui veulent acheter un indice, c'est vraiment purement de la gestion passive. Ils vont acheter le même indice tous les mois, purement gestion passive. Et tu en as d'autres qui nous disent, est-ce qu'il vaut mieux acheter tel ETF, tel marché, tel secteur? Donc nous, on ne fait pas de conseils. Ils ont peut-être besoin d'un conseiller financier. Et le conseiller financier va faire de l'allocation d'actifs comme il le fait avec de la gestion active. Donc, c'est un point important. Parce qu'au tout début des ETF, moi, j'avais une vision pour reprendre un petit peu les bases, les premiers cours de finance. Donc, comment on choisit une action? On va avoir l'analyse qu'on appelle bottom-up, c'est-à-dire qu'on va être intéressé par une société, on va analyser ses comptes, on va regarder dans quel secteur global d'industrie elle évolue, on va avoir une vision un peu plus large, et enfin, on va remonter sur la macro. Et à l'inverse, il y a d'autres
une autre méthode qui est le top-down. On va d'abord regarder la macro, valider les éléments de macroéconomie, puis aller sur le sectoriel et enfin aller piocher dans le sectoriel une boîte qui nous intéresse. Ça, c'est de l'allocation d'actifs. Voilà, exactement. Et au début, moi, je pensais que les ETF, c'était purement du top-down, où tu n'étais que sur la macro. Mais comme tu me dis que maintenant, il y a des ETF purement sectoriels, on peut faire aussi de ce qu'on appelle du bottom-up, véritablement vérifié. Et là, clairement, autant sur du top-down, j'ai de méchant avec les économistes, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui vont se dire que quoi, qui prévoient beaucoup de choses, qui ne se réalisent pas forcément. C'est très compliqué la macroéconomie et d'analyser ces choses-là. Quand on fait à la fois de la gestion, on dit de value des boîtes sous-cotées et qu'on va faire du bottom-up, le sectoriel c'est là où on va vraiment rentrer pour moi dans la véritable allocation d'actifs qui est quasiment impossible pour quelqu'un dont ce n'est pas le métier. Et en plus de ça, pour aller plus loin, on peut complètement, même aujourd'hui, faire de l'allocation d'actifs sur des ETF obligataires. On peut gérer un portefeuille dit prudent, par exemple, avec des ETF obligataires. On a des ETF sur les obligations gouvernementales, sur les obligations d'entreprise, sur l'inflation. Sur les obligations d'État, est-ce que ton capital est garanti ? Ah non, sur aucune obligation. En fait, si un État fait défaut... Oui, mais sur le fonds euro, c'est une obligation d'État. Alors, il n'y a pas que des obligations d'État dans le oui, fonds bien euro. sûr, C'est un bien panier sûr, diversifié. Oui. Donc oui, mais après, c'est l'assureur qui va chercher à assurer, etc. Mais en soi, si la France fait faillite, j'achète une obligation d'État française, bien je perds mon capital comme une obligation d'entreprise. Effectivement, on a l'habitude de dire que les États souverains sont plus sûrs qu'une société, par exemple. Oui, mais il n'y a aucune garantie, il y a aucune garantie à cela. Bien évidemment. Donc, vous l'avez compris, les obligations d'État sont de la dette émise par les États. Les obligations corporate, après, il y a différents types d'entreprises, donc corporate en anglais. Donc là, plus votre société est risquée, plus votre coupon, donc votre rémunération, va être élevée. Et c'est pareil pour les États, puisque aujourd'hui, sur l'Allemagne, on ne va pas être rémunéré sur la dette allemande comme... on a même eu des moments, des États qui rémunéraient, qui avaient un taux de rendement négatif. Bien sûr. Ok. Donc, sur les ETF, donc ça, quelles sont les plus grosses ventes chez l'Ixor d'ETF ? Le top 3, peut-être top 5 on va vraiment se concentrer sur le marché que je couvre, le marché de la distribution, qui est vraiment pertinent pour les gens qui vont nous regarder. En fait, on se rend compte que les ETF les plus utilisés, ce sont les ETF de diversification internationale et les ETF où les gérants ont du mal à surperformer leur indice de référence. Donc, par exemple, je le disais tout à l'heure, les marchés très efficients, on se rend compte qu'avoir un ETF sur les US semble être plus pertinent qu'avoir un gérant actif. Donc, un ETF sur le S&P 500 ou même le Nasdaq, ça va être des ETF ça va faire partie des ETF les plus souscrits par les investisseurs. Donc, S&P 500, simplement, les 500 plus grosses boîtes américaines. Exactement. Nasdaq, uniquement des valeurs techno. Exactement. Ou alors, on va avoir le MSCI World, qui est un indice qui regroupe les 1600 plus grosses capitalisations boursières au niveau mondial, dans les pays développés. Et ça, c'est le premier point. Deuxième point, donc sur ces marchés-là, on s'aperçoit que les gérants ont du mal à surperformer. L'autre point, c'est que souvent, dans un PEA, on l'évoquait, ou dans une assurance vie, c'est difficile de trouver des expositions de diversification. On s'aperçoit que souvent, les fonds sont très exposés, souvent exposés ou surexposés au marché européen. Pouvoir trouver un fonds que sont les ETF sur les US, sur le MSCI World, dans mon assurance vie, ça peut être un bon point. Et donc, on s'aperçoit que les conseillers financiers ou les investisseurs particuliers utilisent nos ETF justement pour diversifier leur allocation au niveau international, dans un PEA, dans une assurance vie, dans un PER. Et après, à la marge, on va commencer à avoir des ETF de diversification, des ETF ESG qui commencent à se développer de plus en plus, qui commencent à être référencés et qui commencent à être souscrits.
te parlais du MSCI World, qui est un peu le flagship de chez nous, qui est un peu le fonds le plus différenciant, entre guillemets, parce que 1600 valeurs, grosse diversification. Eh bien maintenant, on peut investir sur un MSCI World ESG, labellisé. Et donc ça fait partie des choix des investisseurs. ESG, ISR ESG, labellisé ISR, donc tout ce qui touche à l'environnement, le social et la thématique de la gouvernance. D'accord, ça, il y a de plus en plus de demandes. Exactement, c'est tout ce qui sort des critères financiers. Donc, c'est tous les critères extra-financiers qu'on va considérer dans l'analyse. D'accord. Donc, tu disais PEA, compte titre, contrat d'assurance vie, pour expliquer un petit peu le fonctionnement. Je t'avoue, je n'ai pas encore fait d'épisode sur le contrat d'assurance vie et je pense qu'il faudra en faire un. Donc, comment fonctionne votre contrat d'assurance vie? C'est simplement une enveloppe fiscale ou à l'intérieur de laquelle vous allez devoir mettre des supports, donc des produits financiers. Et vous avez le choix entre deux grandes familles. On va dire ce qu'on appelle, on en a parlé, du fonds euro qui est en partie de la dette d'État avec certaines choses, puisque des sociétés comme Primonial ont changé un petit peu la donne sur les fonds euros en mettant de l'immobilier, des options, plein de choses. Mais grosso modo, et ce capital, il vous est dit garanti. Mais comme le disait à juste titre Jérémy, la garantie, elle est scalée. C'est-à-dire que sur un certain montant, vous allez avoir une protection par un fonds souverain de garantie, mais effectivement, même si vous avez une garantie sur votre capital et que BNP fait faillite, mettons, ou un autre opérateur, vous allez pouvoir risquer peut-être de perdre en capital. Et d'un autre côté, vous avez les unités de compte qui sont là aussi des supports financiers, et c'est dans les unités de compte où on va prendre des ETF, où là vous avez un risque de perte en capital, mais avec un gain qui est largement supérieur potentiellement au fonds euro. Et après, notre métier, ce qu'on appelle d'allocation d'actifs, d'allocataire en tant que conseiller financier, c'est de choisir la bonne stratégie par rapport à votre risque et votre appétence pour le risque et votre vision, si vous avez une vision ou pas, de certains marchés, ainsi de suite. Donc ça, c'est les ETF. Il y a, oui, on ne l'a pas dit dans les présentations, on va retrouver souvent ETF, un homonyme qui est tracker. Alors effectivement, moi j'ai une phrase que j'aime bien dire, c'est que tous les ETF sont des trackers, et tous les trackers ne sont pas des ETF. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il existe des trackers qui sont en fait des produits émis par des banques d'investissement. Nous, Lyxor, nous sommes une société de gestion. Et qui sont créés pour répliquer des indices un peu customisés, on va dire, un peu créés sur mesure, pardon. Et on va retrouver, par exemple, juste 4 valeurs dans un indice, par exemple, où ça va être vraiment des sociétés du secteur de l'investissement, du secteur des exportations européennes, par exemple. On va regarder vraiment que les sociétés exportatrices, parce qu'il y a peut-être un sujet particulier. Donc, c'est vraiment des indices particuliers, donc qui sont des trackers, parce qu'ils vont répliquer un indice à la hausse comme à la baisse, mais qui sont des produits émis par des banques et pas des produits gérés par des sociétés de gestion. Donc, ils ont beau répliquer des indices, mais ce ne sont pas des ETF. D'accord, ok. Il n'y a pas cette contrainte. Un ETF, pour bien comprendre, ça a cette particularité d'avoir des contraintes de diversification. Donc, un indice ne peut pas être investi seulement sur 2 valeurs, par exemple. D'accord, tu as un minimum de valeur dans ton ETF ? C'est la contrainte AMF, UCITS, pardon. Donc, c'est un standard de marché. Et globalement, on a souvent j'ai vu souvent passer des produits trackers sur des sociétés bancaires, les bancaires françaises. On va retrouver BNP, Société Générale, Crédit Agricole. Ce produit-là ne va pas forcément être UCITS. Ça va être un tracker. À l'inverse, on a des ETF sectoriels sur le secteur bancaire, mais qui vont investir sur toutes les sociétés bancaires de la zone euro, par exemple, ou en Europe. Là, ça sera UCITS parce qu'il y aura plus de valeur, plus de diversification. Ok. Mais ça, on fera aussi un épisode sur ça. Tu peux aussi faire un produit structuré avec uniquement un panier de bancaires. Quelle est la différence par rapport à un tracker ? Un structuré, c'est un produit émis par une banque d'investissement qui va être indexé sur un tracker potentiellement.
Ok. D'accord ? Mais un produit structuré peut très bien être indexé sur un ETF également. Mais encore une fois, c'est là où le point est important. Il ne faut pas considérer dans ce cadre-là que l'ETF est un produit structuré. C'est le produit structuré qui va investir sur un ETF, comme le structuré peut très bien investir sur un fonds actif en réalité. Hein. Donc, mais le point important, c'est ETF égale fonds, tracker égale potentiellement fonds, mais aussi produits dérivés, produits structurés potentiellement. Ok, on entend parler de tracker bear. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le fonctionnement? Et est-ce que chez Lyxor, vous en avez? Alors, c'est des produits qui sont particuliers dans leur gestion, qui ont vocation à répliquer la performance quotidienne d'un indice avec un effet de levier à la baisse, en fait. Donc, l'intérêt, c'est que si le CAC 40 baisse de 1%, d'accord, l'ETF, à la fin de la journée, montera de 1%. D'accord. Le point important, c'est que c'est des produits qu'il faut utiliser à court terme, en cours de journée. D'accord ? Parce qu'ils ont un mécanisme, hein, c'est une base de calcul. La base de calcul sur un ETF à effet inversé redémarre chaque jour. C'est-à-dire que la valeur de l'indice n'est pas la même chaque jour, puisque l'indice va baisser potentiellement, l'ETF, lui, va monter. Et donc, la référence de calcul ne va pas être la même. Donc, il peut y avoir des écarts sur le long terme entre la performance de l'indice et la performance de l'ETF. C'est pour ça qu'on dit que ces ETF-là sont à utiliser. Faut bien comprendre le fonctionnement. N'hésitez pas à nous écrire. On a des chiffres. À consulter votre conseiller. Exactement, c'est très important. Mais ce sont des produits à utiliser plutôt à court terme. D'accord. Terme, c'est sur la journée. Sur la journée. Dans une idée un petit peu de trading et de spéculation plus que de gestion patrimoniale. Nous, on a de plus en plus à faire, et c'est un peu notre souhait, et ça répond finalement à la demande, aux besoins. Les Français épargnent de plus en plus, pas pour spéculer, mais pour épargner sur le long terme. On le sait, les fonds euros rémunèrent de moins en moins. Les livrets A, n'en parlons plus. Donc les gens commencent à comprendre qu'il faut trouver des autres sources de diversification de revenus pour préparer leur futur, leur projet, leur retraite. Et l'investissement financier, c'est un des moyens, comme l'immobilier. Évidemment, pas avec forcément le même niveau de risque, parce qu'un livret A, pour le coup, c'est garanti. Un ETF, ça risque de perte en capital. Mais aujourd'hui, pour investir sur les marchés financiers, on peut le faire via des ETF parce que c'est simple à comprendre, c'est pas cher, et surtout, on peut le faire régulièrement. C'est-à-dire que c'est ce qu'apporte l'assurance vie, notamment, où on peut le faire dans son PEA, investir progressivement, mensuellement sur un ETF, ça fait beaucoup de sens. Donc, à côté de ces ETF comme tu qualifiais, de trading plutôt spéculatif, on a de plus en plus, et c'est ça qui est majoritairement utilisé, les ETF de gestion de l'épargne pour préparer son avenir et qu'on va utiliser avec des investissements de plus en plus programmés. D'accord. Moi, j'ai eu un retour de clients. Justement, quand tu dis ils ne vont pas trop comprendre cette idée de trading. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit, mais moi, je vais partir sur un ETF bear, donc je vais jouer la baisse du CAC. Pourquoi ? Parce que j'estime qu'aujourd'hui, étant dans les plus hauts sommets historiques, il va sûrement baisser. Donc, toi, tu recommandes que la méthode de calcul du tracker bear n'est pas forcément adaptée à cette vision des choses. Sur une position long terme. C'est-à-dire que si, en fait, c'est des ETF qui vont avoir des performances globalement différentes de l'indice baissier s'il y a des mouvements de volatilité, donc s'il y a beaucoup de mouvements à la hausse comme à la baisse sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines. Donc souvent, les gens ne comprennent pas que sur 2 semaines, l'indice a peut-être baissé de 10%. L'ETF en face ne va pas forcément faire plus 10%. Pourquoi ? Parce que chaque jour, nous, on va regarder la performance quotidienne de l'indice. Et on va répliquer, avec un effet inversé, chaque jour, la performance de l'ETF. Donc, il faut bien comprendre que c'est des produits à garder à court terme, parce que sur le long terme, s'il y a beaucoup de mouvements de volatilité, l'ETF peut s'écarter de la performance de l'indice. D'accord. Et là, ça m'amène un petit peu à une critique des ETF. Première chose,
Parfois, l'ETF, je le prends un peu comme au restaurant, quand tu prends le menu dégustation et qu'au final, tu trouves l'entrée pas dingue, le dessert pas bon, et tu te dis pourquoi je vais tout prendre. Ça va peut-être pas faire plaisir comment dire, à la boîte qui aujourd'hui détient la société pour laquelle tu travailles, mais moi, faire du CAC 40 et me taper les bancaires, entre guillemets, ça m'intéresse pas forcément. C'est un choix d'allocation. C'est là où le conseiller peut avoir du sens. Si tu penses que les bancaires n'ont pas de sens, effectivement, avoir un ETF CAC 40 va t'impliquer d'avoir des bancaires. Dans ce cas-là, il faut trouver des gérants actifs qui vont investir sur les actions françaises en excluant potentiellement les valeurs bancaires. Ce n'est pas parce que, à titre personnel, je ne crois pas au modèle actuel des banques que je dis qu'il ne fallait pas acheter de bancaires. Si vous voulez acheter des bancaires, je ne donne pas de conseils. Oui, mais ça, tu aurais pu parler du secteur automobile, voilà, du secteur carboné, voilà, des choses qui, pour une certaine analyse, et voilà, donc pour préciser qu'il n'y a pas de conseil dans ce que je dis sur les bancaires. Effectivement, dans l'ETF, on va acheter le package de l'indice. Tout ce qu'il y a dans l'indice. Je dis peut-être des bêtises, j'aurais peut-être dû vérifier les infos en amont pour préparer. Je crois que effectivement, si tu enlèves dans le CAC le luxe, tu as une grosse différence de perf, et idem sur les GAFAM. Dans le S&P 500, Ouais. c'est des billets sectoriels que tu peux jouer peut-être tout seul, que tu peux jouer via des... quand je dis jouer, c'est sur lequel tu peux investir en direct, des secteurs particuliers, le secteur du luxe, le secteur de la technologie, etc. Mais effectivement, quand tu achètes un ETF, tu achètes toutes les valeurs avec les billets que cela implique. Donc, quand tu achètes le S&P 500, tu sais potentiellement qu'il y a beaucoup de valeurs technologiques. Quand tu achètes le CAC 40, tu sais qu'il y a peut-être beaucoup de valeurs bancaires ou du luxe. Mais ce que tu vas regarder, encore une fois, ce n'est pas ce que tu disais, le bottom-up, c'est le top-down. Tu veux investir sur le marché français. Tu veux investir sur le CAC 40. C'est ça que tu vas jouer. Et pas forcément la finesse de la sélection sectorielle à l'intérieur. Si tu veux jouer la finesse de la sélection, et que c'est important pour toi, tu vas privilégier un gérant actif à condition qu'il fasse mieux que le CAC 40. Ou les ETF sectoriels. Ou les ETF sectoriels, effectivement. Okay. À condition que l'ETF sectoriel existe sur... Oui, bien sûr, bien évidemment. Ok, autre point, mais tu l'as déjà un peu évoqué, j'avais noté les deux grosses critiques qu'on voit sur l'ETF, c'était ce premier cas, et également que certains ETF, mais tu as l'air de dire plus que ce sont les trackers, qui, on nous dit, dupliquent parfois pas totalement l'indice. Alors encore une fois, l'ETF BER, qui réplique bien l'indice, jour après jour. C'est si on regarde une période de calcul de 2 semaines, tu vas prendre une valeur d'arrivée dans 2 semaines et une valeur de départ à aujourd'hui, si tu investis aujourd'hui, sur ces 2 semaines-là, tu peux avoir des écarts. Mais jour après jour, on va bien répliquer l'indice. D'accord ? Pourquoi, encore une fois, c'est juste une histoire de base de calcul. On ne va pas rentrer, c'est peut-être pas glamour de donner cet exemple-là, mais si un ETF, l'indice baisse de 1% le premier jour, il va passer de 100 à 99, alors que l'ETF va passer de 100 à 101. D'accord ? Le deuxième jour, si l'indice baisse de 2%, il va baisser de 2% de 99, quand l'ETF, lui, va monter de 2% de 101. Tu vois bien que la base de calcul, ce n'est pas la même. Et donc, c'est un effet simplement mathématique. Tu as un écart qui se crée. Tu as un écart qui peut se créer en fonction de l'évolution des marchés. Donc, en prenant cet exemple chiffré, on comprend que c'est une histoire de base de calcul. Donc, ce n'est pas une mauvaise réplication de l'ETF, parce que l'ETF réplique bien jour après jour, à la fin de la journée, à sa valeur liquidative, son indice, mais sur une durée de détention plus longue, sur ces ETF-là précisément à effet de levier ou à effet inversé, il peut y avoir des écarts. Encore une fois, il peut y avoir des écarts. Ok. Mais sinon, un ETF a un objectif de gestion, c'est de répliquer bien son indice de référence avec un respect en essayant de se coller le plus fidèlement possible à l'indice. Oui. Comme on disait un peu plus tôt, on parlait des frais. Donc, je te propose de bien découper pour que les futurs clients qui vont voir leur conseiller financier ou leur agent général d'assurance comprennent un petit peu comment sont structurés les frais. Donc,
si on part sur la base d'un contrat d'assurance vie, il va y avoir plusieurs intermédiaires. L'assureur qui va élaborer le contrat, qui a besoin de se rémunérer. Donc là, il va mettre ce qu'on appelle, il peut mettre des frais d'entrée, qui en général rémunèrent le service de l'intermédiaire pour vous parler du produit et également mettre en place la solution. Donc ça, c'est des frais d'entrée qui rémunèrent une partie au conseiller en gestion de patrimoine, qui redistribue, pardon. Il y a des frais de gestion pour gérer les encours du contrat. Donc là aussi, il y a une rémunération sur les frais de gestion au conseiller financier. Sur les frais d'entrée, en général, ça va être entre 0 et 4%, je pense. Sur les contrats d'assurance vie, on va dire que la moyenne est à 0,90, 1%. D'accord ? Donc ça, c'est déjà des frais sur une performance qu'il va falloir déduire. Et après, dans votre contrat d'assurance vie, comme on l'a vu, dans les fameuses unités de compte sur lesquelles vous allez devoir investir et choisir des produits financiers, il y a également des frais. Donc tu peux nous les détailler, cette partie-là, gestion active et gestion, on va dire ETF ? Ouais. Alors pour faire simple, les frais du contrat, on ne va pas parler des frais d'entrée, etc. On va essayer vraiment d'être plus sur les frais de gestion. Voilà. Frais de gestion du contrat, en standard, c'est 1%. D'accord ? Ça, c'est l'assureur qui prend. L'assureur. Ensuite, il y a les frais de gestion des UC, des OPCVM. En gestion active, les totals des frais sur en cours, c'est à peu près 2%. Ça veut dire que, toute chose égale par ailleurs, le client commence l'année avec 3% de frais. 1, frais du contrat, plus 2, frais des sous-jacents, 3%. Sur un modèle ETF, donc si je choisis d'investir sur des ETF au lieu de fonds actifs, les frais du contrat sont les mêmes, 1%. Et en face, j'ai des frais d'ETF 0,3. Donc, on voit bien qu'il y a un écart potentiellement de 3 versus 1,30. Ça fait 1,70. On divise quasiment par 2 les frais. On divise de plus de 2, effectivement. Ouais. Une fois qu'on dit ça, alors on a envie de se dire peut-être que l'ETF, du coup, la gestion ETF, c'est mieux. Pas forcément, encore une fois. Ce n'est pas parce qu'on choisit une solution à ETF qu'elle va être plus performante qu'une solution de gestion active. Faut bien préciser à l'auditeur que les performances que lui va avoir en tête sont communiquées une fois que ses frais sont déduits. Exactement. Donc, grosso modo, on va dire un gérant va placer votre argent, il va gagner 8. Donc, il va en prendre 2 en termes de frais. L'assureur va prendre 1. Donc, on va vous dire que vous avez fait une performance de 5. Exactement. Mais réellement, vous avez fait une performance de 8. Là, dans ce cas précis... Alors, réellement, vous avez fait une performance de 5. En fait, brut, vous avez fait 8. Oui. Net, vous avez fait 5. Oui, oui. Mais l'argent a véritablement fructifié à 8%. Donc là, pour les ETF, c'est qu'on va faire, mettons, on va garder 8, performance de 8, on va prélever un 3, exactement. Puis l'assureur va prélever 1. Alors, on va prélever que un 3. Puisque... Ah oui, pardon. Vous voyez, maintenant on arrive en fin, je m'embrouille sur les chiffres. Donc pour reprendre, sur 8, on va prélever 0,3 pour l'ETF et 1 pour l'assureur. Exactement. Donc ça, c'est un point important. Il y a un écart. Ça ne veut pas dire qu'encore une fois, l'ETF va être meilleur. Il faut trouver les bons gérants actifs qui vont réussir à combler cet écart. C'est vrai qu'avec l'ETF, alors je parle bien effectivement de toutes choses égales par ailleurs et sur une classe d'actifs équivalente. On va bien comparer une stratégie de fonds Action France avec un ETF Action France. Bien sûr. C'est dans ce cadre-là qu'il y a une différence. Et in fine, ce qui est intéressant justement, c'est de pouvoir mixer les approches. Gestion active, gestion passive, parce qu'on ne va pas choisir que les actions. Des UC, un petit peu ETF. Exactement, comme je disais par ailleurs. Après, il y a des nouveaux modèles qui se développent, parce qu'effectivement, peut-être que la grosse différence de ce business model, c'est qu'il n'y a pas de rétrocession sur les ETF. Donc, moi, pour bien comprendre aux auditeurs, et ça c'est important, vu qu'encore on nous tacle, je veux vraiment être transparent sur ça. Moi, mon modèle, comment je suis rémunéré quand
Je vais rédiger sur mesure des clauses bénéficiaires dans votre contrat d'assurance vie, démembrer ces clauses, vous accompagner. Est-ce qu'on rend le contrat au premier décès ou au deuxième décès? Voilà, tout ça, vous allez le payer sous forme de frais. Les frais que vous payez à ces gens-là, et ces gens-là me les rétrocèdent. C'est comme ça que je gagne ma vie. Or, il y a une possibilité également que je propose aux clients, c'est ce que je touche moi, de vous le remettre dans votre performance contre une facturation d'honoraires, notamment. C'est des modèles qui sont en train de se développer. En fait, l'enjeu majeur pour le conseiller en général, c'est effectivement la baisse du fonds euro, c'est la transparence des frais, c'est la sous-performance potentielle des gérants actifs. Et donc, le conseiller doit trouver des solutions à apporter aux clients. Et l'ETF, c'est une bonne solution. C'est une solution qui répond à ces trois problématiques-là. Alternative au fonds euro, alors effectivement, un ETF, c'est risqué par rapport à un fonds euro, mais c'est peut-être plus simple à comprendre pour un client particulier, investir sur le CAC 40, le S&P 500, etc. C'est plus transparent et c'est moins cher en termes de frais. Et ensuite, on l'a vu, les ETF sur certains marchés arrivent à faire mieux que leur indice et que les gérants actifs. Donc, l'enjeu pour le conseiller, ce n'est pas d'utiliser que des ETF forcément, c'est d'en intégrer 2, 3, 4, 5, 10% en fonction de ce qu'il pense être pertinent pour son client. Et à côté de ça, il y a d'autres modèles qui se développent. Le modèle du mandat de gestion à base d'ETF, auquel le CGP a accès. Tu peux expliquer le fonctionnement du mandat? En fait, c'est de manière générale, le mandat de gestion. Une gestion, nous on fait plutôt des gestions pilotées chez Lyxor, où en fait, le conseiller financier va avoir accès à une gestion clé en main d'allocation faite par Lyxor en l'occurrence. D'accord ? Donc en fait, le conseiller va pouvoir au sein d'un même contrat acheter des fonds de gestion active, acheter du fonds euro et acheter une gestion pilotée ETF qui va pouvoir proposer à son client. Et donc la particularité de cette gestion pilotée, c'est qu'elle répond au profil de risque du client, elle est gérée tous les mois, donc il y a une allocation, un rebalancement qui est fait tous les mois, etc. etc. Donc ça permet au CGP d'avoir accès à cette expertise-là. Et aussi, on a de plus en plus des modèles de distribution où, en fait, on parle de parts sans rétrocession ou d'ETF, où là, les frais de gestion du contrat sont majorés, d'accord, pour que ça soit finalement peut-être plus transparent pour le client final. Il n'a que les frais du contrat à payer. Le conseiller se rémunère donc sur les frais du contrat. Ça, c'est encore un autre modèle que c'est un autre modèle, exactement. Et derrière, le client, le CGP peut acheter ou des ETF ou des fonds actifs sans se poser la question des rétrocessions. Parce que quoi qu'il arrive, il aura sa rémunération sur les frais du contrat. Donc, on évite le conflit d'intérêt de j'ai proposé au client ce fonds parce qu'il me rémunère mieux qu'un autre plutôt que de voir l'unique intérêt du client. Après, il y a la facturation d'honoraires aussi qui se développe beaucoup. Nous, ce que l'on voit, et c'est vrai pour reprendre un peu sur les premiers pas que l'on a fait auprès des CGP il y a 5-6 ans, où il y avait cette approche de dire mais du coup, les ETF, ça va être 100% de nos allocations, ça va être compliqué parce que comment on va le justifier, comment on va se rémunérer, etc. Parce que le conseiller doit se rémunérer. Le conseiller fait un travail d'allocation d'actifs et il doit se rémunérer, c'est important. Et bien là, aujourd'hui, il y a des modèles qui se sont développés. On a travaillé avec les assureurs et les plateformes pour trouver des modèles de distribution permettant d'intégrer les ETF et permettant aux clients d'avoir finalement moins de frais et avec une rémunération du conseiller équivalente qui sélectionne aujourd'hui ou des ETF ou des fonds de gestion actifs dans des solutions que j'évoquais avec des frais du contrat majorés. Ok. Les thématiques un peu innovantes aujourd'hui sur les ETF que tu vois arriver, notamment sectorielles? Alors, c'est un très bon point que tu évoques. En fait, on a lancé très récemment des ETF sur les méga trends. Je vous préviens que ce n'est pas une question au gouvernement ou ça sonne un peu comme ça, c'est un pur hasard. C'est même pas sur mes notes. Voilà, donc c'est bien des ETF, ce qu'on appelle méga trends, donc méga tendances, qui vont investir sur la digital économie, donc l'économie digitale, l'économie de... Ah là, tu nous as fait un petit 5 €, pam. La mobilité du futur, les villes connectées, etc. Donc, c'est toutes ces méga tendances qui se développent de plus en plus. Donc, on a accès à ces ETF-là aujourd'hui pour investir sur ces sujets précisément. Qui plus est, ils ont une approche ESG. Donc, ça, c'est un point important.
Qui plus est, ils ont été récemment labellisés. Et on a également développé des ETF sur l'investissement climatique. Donc des ETF complètement alignés aux accords de Paris. Okay. Donc ça, c'est un point de plus en plus important. Et aujourd'hui, voilà, on peut investir sur des produits financiers via des ETF en respectant les accords de Paris. Okay. Donc ça, c'est particulier là aussi. Et donc, c'est assez innovant et on a lancé ces ETF récemment. Est-ce que pour tout ce qui est contrat d'assurance vie, tu as le droit ou est-ce que tu peux te permettre de donner quelques assureurs chez qui vous êtes bien référencés pour que les clients qui souhaitent souscrire directement ou via leur conseiller puissent peut-être être force de proposition si le conseiller en question n'a pas la possibilité de mettre du Lixor? On va retrouver du coup chez qui Lixor? Alors, on va les retrouver objectivement partout. D'accord, ok. Bon, il n'y aura pas de jaloux du coup? Il n'y aura pas de jaloux. Et en fait, on a été pionnier sur ce sujet-là. On a créé le premier moteur de recherche ETF par contrat d'assurance vie. C'est-à-dire qu'en venant sur notre site internet, que vous soyez conseiller financier ou investisseur particulier, il vous suffit de, par exemple, taper un ETF CAC 40 pour savoir dans quel contrat il est référencé, ou alors de dire, tiens, je travaille avec telle compagnie d'assurance vie ou tel distributeur, et quels sont les contrats qui référencent les ETF Lixor. Donc ça, c'est un vrai travail d'accompagnement. Tapez MP Gestion Privée, c'est important. Et ça, c'est un point important. On essaye vraiment d'accompagner les conseillers dans leur démarche d'intégration des ETF à côté des fonds actifs pour, in fine, l'intérêt du client final. Ok, c'est une super conclusion sur cette partie-là. Sur les ETF. Donc, pour résumer, si, mettons que vous ne voulez pas, pour une raison ou une autre, voir un professionnel, que vous avez un contrat d'assurance vie, je sais pas, on va les citer, c'est, je crois, la maison mère Boursorama, notamment. Pas que, on travaille vraiment avec tout le monde. Mais oui, bien sûr, mais voilà, vous avez une assurance vie chez Bourso, vous voulez vous faire une petite allocation, vous n'avez soit pas les compétences financières ou même simplement le temps pour aller analyser des fonds d'actions de gestion passive, vous pouvez donc du coup mettre des ETF en fonction de la géographie, du secteur sur lequel vous voulez investir. Vous allez avoir moins de frais. Et voilà, donc c'est un petit résumé de fin d'épisode. Qui dit fin d'épisode dit recommandation. Est-ce que tu aurais une recommandation à nous proposer? Alors c'est vrai que quand tu m'as posé la question, je me suis un peu cassé la tête et finalement, je vais faire une recommandation de restaurant. Mais super, c'est le premier. Je suis hyper content. C'est vrai? Ouais. Ok, en fait, que je m'aperçois souvent, on se cherche quand on est entre amis, en couple ou même au travail, d'avoir un bon resto pour aller manger avec des clients. Ça prend des heures. Ouais. Et moi, j'ai une bonne cantine qui est sur les Champs-Élysées, même pour les touristes, parce que c'est vrai que c'est à Paris, mais pour les touristes aussi, c'est un endroit assez sympa. Ça s'appelle Misco. C'est un restaurant asiatique un peu tendance, cuisine nouvelle. Et donc finalement, on peut y aller en couple, c'est sympa. Entre amis, c'est sympa. En client, avec des clients, c'est sympa. Ou quand on vient visiter Paris, parce que c'est à côté de l'Arc de Triomphe. Donc c'est une adresse que j'aime beaucoup. C'est sur les Champs? C'est sur les Champs. Plutôt... Avenue Georges V. Ok, d'accord. Vraiment croisement avec l'avenue des Champs-Élysées. Donc adresse sympa. Vous pouvez pas rentrer. Mais c'est super. On ira les voir. J'espère qu'on aura un petit apéritif où on s'engage. Mais sait-on jamais. Voilà. Moi, ma recommandation, c'est juste un peu de musique. J'ai, suite à une bande-annonce de film qui fait un peu polémique en ce moment, qui est Bac Nord. J'ai entendu donc Tears de Giorgio Moroder, qui est un DJ qui a maintenant plus de 80 ans et qui est l'un des pionniers de la disco italienne. Et le son m'entête et je l'ai en permanence en ce moment. Donc allez l'écouter. Vous pouvez me faire des commentaires en disant si j'ai des goûts de chiottes en niveau musique ou si ça vous plaît. Voilà. Où c'est qu'on peut retrouver, parce que j'espère être écouté par des confrères et des consoeurs qui se disent, j'espère à la fin de cet épisode, ils vont se dire, je peux être CGP et m'intéresser aux ETF. Ce n'est pas que pour les nouveaux, on va dire, tous les Yomoni, on parlait de Yomoni, Nalo, voilà, qui sont déjà très dans ce domaine-là, qui sont les ETF.
Voilà, on te contacte où, tout simplement? Bah, en fait, sur notre site internet, vous avez accès à un numéro dédié aux conseillers financiers. D'accord. Ou pour les particuliers, on a un accès avec une hotline dédiée aux investisseurs particuliers. Donc, Où vraiment, là, il y a des conseillers en direct alors, qui... on a un numéro, vous pouvez nous poser des questions, on reçoit les mails, on répond très rapidement. Donc voilà. Donc, sur Ok. notre site internet, vous avez toutes les informations. Et tout ce qui est confrères, consoeurs, CGP, tu Pareil, les... on a D'accord, tu les vois pas en on direct? a un espace, si on les voit, Ouais. on va en rendez-vous. Ok. On a un espace dédié aux conseillers financiers. On a un mail dédié aux conseillers financiers, une hotline dédiée aux Ok, tu conseillers veux financiers. le donner, le mail, si tu l'as en tête? Je ne l'ai pas forcément en tête, En tête, mais ok. voilà. Mais Donc, on c'est peut... lixor. xretf.fr. Donc, Ok. tout simplement, et vous arrivez Super. sur notre site internet. On a 3 entrées, institutionnel, espace conseiller, investisseur particulier. Et sur l'espace conseiller, vous retrouvez toutes les informations, le moteur de recherche, nos coordonnées. Donc voilà, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin. On t'appelle. Super. Bah, quant à moi, comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Johan Tortig, ou m'envoyer un mail sur ytortig@mp-gestion.com pour qu'on parle de votre situation patrimoniale. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir, Jérémy. À bientôt. Au revoir.